Bonjour à tous, avant que cette vidéo ne commence, je sais que vous avez été nombreux à me proposer de contacter une personne qui avait fait déjà un enregistrement d'une rencontre d'un dogman supposé en Bretagne. Alors, il est vrai que le témoin semble tout à fait sincère. Cela dit, je n'ai pas pu rentrer en contact avec le témoin malgré mes recherches. Donc, j'ai décidé d'essayer de me renseigner sur le protagoniste de la chaîne. Et j'ai pu me rendre compte que cette personne aimait beaucoup le cinéma. Et lors d'une de ses vidéos, où il va dire clairement de ce que j'ai compris, c'est pour orienter les gens vers son futur projet. Tout de suite, je le débunk, mais la bête de Fougères, cette espèce de faux reportage que j'ai fait au milieu d'année dernière, était effectivement un faux reportage, pour ceux qui en doutaient, qui était aussi une espèce de rampe de lancement vers les thématiques explorées dans la salle aventure. Donc tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, ben voilà, la suite, elle se déroule ici chez Cinescape, vraiment avec cette histoire où on veut vraiment associer une fiction avec quelque chose, un retentissement actuel, on va dire, avec des tonalités de fantastique, et associer ça à l'histoire de la ville de Fougères. Voilà. Alors bien évidemment, il aurait été bien qu'il l'exprime et explique dans la description que cette vidéo était totalement fake et qu'elle allait servir par la suite à son projet. Le plus triste dans l'histoire, c'est que j'ai vu que la plupart des gens, on va dire la majorité des gens, sont tombés dans le panneau. Et en même temps, je ne peux pas vous en vouloir, car comme je l'ai dit précédemment, le témoin a l'air sincère. D'ailleurs, il témoignera dans l'anonymat. Maintenant, à chacun de se faire son opinion personnelle sur l'idée, sur le concept. Il est vrai que ça n'aide pas forcément le sujet, ça ne va pas aider forcément aussi les témoins à vouloir prendre la parole si on commence à inventer des choses, et en plus, on peut remarquer que c'est quand même plutôt bien fait. Mais en même temps, est-ce qu'on doit vraiment en vouloir à la personne qui a monté cette fausse affaire? Car s'il avait stipulé dans la description ou expliqué à la fin de la vidéo que c'était du fake, peut-être il aurait eu beaucoup moins de visibilité, il y aurait eu beaucoup moins de vues, et donc beaucoup moins de monde intéressé par la suite par son projet lié au cinéma. Je vous laisse donc seul juge par rapport à cette affaire. Et ça me permet aussi de vous expliquer pourquoi je n'ai pas souhaité prendre contact du coup ni avec le témoin et par la suite encore moins avec le protagoniste. Je vous laisse maintenant avec le reportage et je vous souhaite un bon visionnage. Les légendes et le folklore de France tissaient déjà leur magie dans l'ombre des châteaux et des forêts séculaires, bien avant qu'un seul pas européen ne trouble la terre vierge d'Amérique. Les fées, loups-garous et esprits des bois peuplaient déjà les récits transmis depuis des siècles. Les cryptides ont toujours su se fondre dans le décor, qu'ils soient nordiques, celtiques ou alpins. Il est donc absurde de croire que les légendes urbaines américaines auraient soudainement proliféré dans nos sous-bois comme un virus culturel, comme si nos imaginaires étaient de simples terrains en friche, prêts à être colonisés du jour au lendemain.
voici en Vendée pour faire la rencontre d'une personne que j'apprécie beaucoup. Et vous allez venir avec moi à sa rencontre. Suivez-moi. Et donc nous sommes ici dans la tour de Mélusine pour rencontrer quelqu'un que vous avez suivi sur la chaîne pendant un long moment. Mais ça y est, je vais pouvoir enfin le rencontrer en chair et en os. Je parle bien sûr de Christophe qui est avec nous. Bonjour à tous. Il est là, ça y est. Et donc nous sommes dans la tour de Mélusine. Exactement, bienvenue à tous en Vendée, sur la forêt domaniale de Vouvant et Mervent. On va vous faire une visite de la tour et du pays féerique de Mélusine et de ses contes et légendes. Pardon. Alors Christophe, on est ici dans cette tour parce que tu vas en tout cas nous raconter cette légende qui concerne donc Mélusine. Tout à fait. Alors ici cette tour pour le réel est une tour qui a appartenu au seigneur de Lusignan et qui date du fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, où ces seigneurs régnaient sur cette région de Vendée et où aurait pris place la rencontre avec la fée Mélusine. Et s'ensuit tout un périple et une histoire entre cette fée et un des seigneurs de Lusignan, à cette époque du XIIe ou XIIIe siècle, concernant cette forêt, ce château et ces villages de Vouvant et Mervent. Bienvenue à tous et à toutes. Comme vous pouvez le voir, vous avez tous cru bien évidemment que Chris était un peu plus petit que moi, voire fait la même taille. Et en fait, c'était qu'une illusion, comme l'a fait Mélusine avec son corps. Il est plus grand que moi. C'est un miracle. C'est un miracle qui va se dérouler sous vos yeux. Bon, trêve de plaisanterie, donc on est devant cette tour qui est absolument gigantesque et très jolie. Alors tout en haut, on peut voir le corps de Mélusine avec sa queue de serpent, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, je te laisse continuer, Chris. Donc tu en étais à la rencontre. Donc ce roi qui rencontre cette fée. Alors il est jeune seigneur et il a tué son beau-père lors d'une partie de chasse au sanglier et a camouflé la vérité en cachant le corps de son beau-père après cette mort accidentelle. Il n'a pas fait exprès de tuer son beau-père. Mais il se sentait... Mais il était pris de remords et de chagrin. Donc il est parti en errant dans la forêt, cherchant le moyen d'expier sa faute et de l'avouer à ses proches. Et pendant qu'il était dans la forêt en train d'errer, guidé par son seul chagrin, il rencontre 3 femmes d'une beauté féerique. Et l'une d'elles vient à sa rencontre, c'est la fée Mélusine, qui lui demande ce qu'il se passe. Et il lui avoue tout, son crime et son chagrin. Et elle lui trouve une solution pour passer outre cette épreuve et l'aider à devenir seigneur de la région de Lusignan. Donc elle deviendra sa femme. Ils auront 10 enfants, mais chaque enfant aura une difformité. L'un des enfants aura un œil unique au milieu du front, un autre aurait une dent de lion lui sortant de la joue, et ces 8 autres enfants auront chacun une difformité, tous issus de la conception et du mariage entre Mélusine et ce seigneur de Lusignan. Ce qui veut dire que ça va faire poser des questions. Tout à fait. Une exception est demandée par Mélusine, qui est que son mari, donc ce seigneur, ne rentre jamais lors de son bain le samedi soir
où elle sera seule dans une pièce à se baigner. Le Seigneur accepte, tout se passe pour le mieux pendant plusieurs années. Le Seigneur devient très puissant, et Mélusine aide à la construction plutôt énigmatique de beaucoup de forteresses et établit la puissance de son mari sur la région via ces forteresses. Mais un jour, le frère de Raymondin, qui est le seigneur et mari de Mélusine, indique à son frère qu'il n'est pas normal que sa femme se cache le samedi soir et qu'il n'ait pas le droit d'aller voir sa femme à ce moment-là. Après quelque temps, Raymondin n'y tient plus et brise la serrure un samedi soir de la pièce où se trouve sa femme en train de se baigner. Découvrant cette scène où Mélusine est dans son bain, ses cheveux blonds et longs, magnifiques, et son corps, pour la partie supérieure, étant humain, mais une longue queue serpentine sort de la baignoire et, en fait, Mélusine est découverte. Elle s'enfuit par la fenêtre en proférant des menaces et des malédictions sur le Seigneur qui n'a pas respecté sa parole et promet la destruction des forteresses qu'elle a elle-même aidé à construire et la perte du Seigneur par la suite, ce qui adviendra. Ah d'accord, donc ouais. Ouais, donc au début tout commence bien, mais l'histoire finit plutôt mal. Il n'a pas respecté son serment. D'accord. Alors, est-ce que c'est dû à la jalousie? Peut-être de s'imaginer que s'il n'allait pas à ce moment précis voir sa femme en train de se baigner, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il se soit dit, est-ce qu'elle ne serait pas avec quelqu'un à ce moment-là en train de partager un moment charnel? On peut supposer ça, et le frère de Raymondin aurait eu des vues sur Mélusine, qui était une très belle femme, blonde, magnifique, et en dehors de cette soirée du samedi soir, elle avait forme humaine complète. Donc le frère de Raymondin, étant jaloux, aurait poussé son frère à briser son serment, ce qui fait que l'événement a eu lieu. Il a pénétré la pièce où se trouvait Mélusine ce samedi soir, et donc s'en est ensuivi cette malédiction et la légende de la fée Mélusine, mi-femme, mi-serpent. Par contre, moi je veux savoir, ces seigneurs ont vraiment existé? Les seigneurs de Lusignan sont des personnes réelles qui ont régné sur cette partie de la Vendée et au XIIe siècle. Donc quel intérêt, XIIIe siècle. Donc quel intérêt d'aller ajouter ce côté fantastique à l'histoire? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui puisse être passé en lien avec cette fameuse Mélusine, qu'elle est vraiment quelque chose qui sorte de la normale, de la norme, ou est-ce que c'est une histoire complètement inventée, fictive, pour alimenter le folklore local? Il y a peut-être un peu des deux, c'est-à-dire que suite à des déboires, les seigneurs auraient perdu la mainmise sur la région et une légende serait née pour attribuer tout ceci à une malédiction attribuée à une rencontre avec une fée. Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Mais les seigneurs ont perdu la main sur la région et auraient expliqué qu'ils étaient victimes d'une malédiction, ou peut-être qu'il y a eu vraiment une rencontre avec une créature, un cryptide mi-humaine, mi-animale, donc avec une queue de serpent, qui serait réputé vivre dans les eaux de l'affluent de la Vendée qu'on appelle la mer et qui passe en contrebas du château. Et elle a aussi deux autres sœurs qui sont aussi des fées, à qui on peut aussi attribuer d'autres mythes et alimentant le folklore local. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on parle d'une entité qui est à moitié humaine et moitié serpent, donc reptilienne, oui. Mais en même temps on dit que c'est des fées. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre je trouve. Alors le mot fée, c'est
du vieux français, et les fées, c'est pas forcément des... l'image qu'on se fait avec des ailes et tout ça. Voilà, les petites fées, genre la fée Clochette, bénéfique, gentille. C'est-à-dire que des lumières, fée, c'est le mot feu. Féerie, c'est être de lumière. Donc une luciole, on pouvait dire j'ai rencontré une fée. En fait, c'était un animal luminescent qui était visible la nuit, le soir. Et on disait, on croyait aux fées qui produisaient du feu, donc de la lumière. Et le mot fée, féerie, c'est l'imaginaire, le fantastique. Ces petits êtres ou ces créatures féminines, souvent, avaient des pouvoirs et pouvaient œuvrer pour le bien, comme la fée Mélusine, pour asseoir la puissance et la domination de son mari sur la région, en soi-disant lui construisant des forteresses de manière magique, mais la même créature aurait aussi, suite au serment brisé par son mari, Elle a causé son tort. provoqué une malédiction et détruit la puissance qu'elle avait contribué elle-même à créer. Donc on a les deux pendants du folklore, c'est-à-dire qu'il y a le positif, mais il y a aussi le négatif. Suivant nos actes, ce qui reste important, c'est respecter vos serments. Soyez honnêtes. Ouais, il y a une morale en tout cas derrière tout ça. Voilà. Après, c'est bien que... Enfin, moi, je voulais te poser cette question parce que c'est vrai que souvent, on est enclin à imaginer qu'une fée, c'est forcément... Là, c'est une créature avec la partie supérieure humaine et la partie antérieure animale. Là, en l'occurrence, une queue de serpent. Alors, Christophe, Oui. on m'a laissé entendre dire, et ça va intéresser peut-être les chasseurs de fantômes, que le soir venu, ici même, autour de cette tour, on pourrait y croiser la fée Mélusine. Est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas? Personnellement, ça reste du domaine du folklore local. Moi, je n'ai jamais entendu parler de personne ayant rencontré une créature, un spectre, une forme qu'on pourrait attribuer à la fée Mélusine, une femme lumineuse, une femme blanche, autour de la tour ou sur Vouvant ou dans la région même. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas. Si le bruit perdure, peut-être qu'il se passe des choses attribuées au domaine du paranormal qu'on peut désigner comme l'apparition de Mélusine ou d'une personne ayant vécu au sein du château qui aujourd'hui est devenu un parc et qui entrait encore les lieux. Mais je n'ai pas malheureusement d'histoire à ce propos qui ont été relayées récemment. Eh bien, écoute, on verra bien. Peut-être qu'on reviendra un soir ici, qui sait. Et on essaiera de voir si on entrecroise ou peut-être aperçoit cette silhouette qui pourrait être celle de Mélusine. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. C'était vraiment bien d'être ici avec toi et puis d'en apprendre un peu plus sur ces lieux. J'ai adoré cette histoire. J'ai même envie qu'elle soit vraie, même si on sait très bien qu'il y a beaucoup de folklore derrière, mais quand même, ça reste une histoire fascinante et passionnante. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu et n'hésitez pas aussi à venir ici, vous rendre sur les lieux, parce que ça mérite vraiment d'être visité. Voilà. Merci encore. Je t'en prie. Nous allons aller à un point de vue, c'est ça, un joli point de vue? Oui. Comme l'expriment tes yeux? Oui. Écoute, je te suis. Donc là, nous sommes sur les anciens remparts du château, qui est en ruine, mais qui a été fortifié
et entretenu et qui surplombe l'affluent de la mer qui remplit le barrage de Mervan dans la forêt domaniale de Mervan, qui est une grande forêt vendéenne où aurait vécu Mélusine Et ses sœurs? et ses sœurs. Un site magnifique où on peut faire des activités nautiques, du camping, des balades en forêt, J'ai vu qu'il y a des gens qui se baignent aussi. se baigner, oui. Et c'est vrai que c'est un joli coin. C'est aussi surnommé la Suisse vendéenne. Bonjour à tous, me voici en Bretagne. Je suis ici sur les lieux de l'observation du témoignage de David, que vous avez déjà pu visionner sur la chaîne, qui s'appelle Rencontre avec un dogman. Mais comme vous le savez, il est aussi très important d'aller voir le témoin, d'aller à sa rencontre, et d'aller même sur le terrain de là où il a eu son observation, afin d'essayer d'y voir plus clair. Et surtout le fait d'avoir le témoin en face de soi, comme ça va être le cas aujourd'hui, ça fait toute sa différence. J'ai pu le voir à travers de nombreux témoignages, comme celui de Yannick, c'est quand même très différent. Donc si j'ai l'opportunité d'aller le rejoindre à l'endroit où il a vécu cette expérience horrifique, dirons-nous, je ne vais pas m'en priver. Donc nous allons nous rendre à l'endroit où tout a commencé pour lui, là où il commence à pas se sentir super bien et où il fait sa première observation. Donc ce qui est assez inquiétant aussi, une nouvelle fois, c'est qu'on n'est pas très loin des habitations. Donc je vous montre, regardez, nous sommes, on va dire, à 200-300 mètres des habitations les plus proches. Et juste à côté, il y a une route, une nationale. Donc voilà, il y a quand même du passage et il y a des habitations très proches. Donc on peut voir qu'elle n'a pas peur de s'approcher des habitations humaines. Il faut savoir qu'avec moi aujourd'hui pour m'accompagner il y aura Chris, David bien sûr le témoin, et il y aura aussi Alex qui est un abonné de la chaîne qui habitait pas trop loin, donc qui est venu nous rejoindre. Les nombreux témoignages montrent qu'un phénomène existe, qu'il soit cryptozoologique, psychologique ou paranormal. Peut-être est-il temps d'analyser ces récits avec un regard scientifique et objectif. D'ailleurs on a organisé une rencontre en fin d'après-midi avec les gens qui habiteraient pas loin, les abonnés de la chaîne, qui voudraient faire notre rencontre. Donc vous voyez, les habitations sont vraiment pas très loin. Et juste derrière ces habitations, derrière ce lotissement, il y a un grand supermarché, une ville assez conséquente. Donc comme quoi,
Donc je suis ici dans l'ancienne porcherie, qui bien sûr n'est plus en fonction comme vous pouvez le voir, mais ça reste un lieu où cette créature aurait pu éventuellement venir se cacher. Même si on est près des habitations, ça reste un endroit où on peut facilement s'abriter. Donc pourquoi pas imaginer la cachette de ce dogman ici. Donc je vais revenir maintenant sur l'arrière du bâtiment. Vous allez voir, il y a une autre entrée. Alors, il y en a une un petit peu plus bas, mais elle est un peu, c'est trop compliqué, il y a des ronces partout. Donc on va passer par là. C'est assez lugubre comme endroit, mais en même temps, on peut voir que c'est la cachette parfaite. C'est-à-dire que si quelqu'un passe ici, il faut soit aller à l'intérieur pour l'observer, soit vraiment y prêter attention. Alors, on fait attention aux toiles d'araignée. Donc on peut voir l'ancienne porcherie, enfin ce qu'il en reste. Et donc là aussi, au vu aussi de la végétation dense, hein, parce que la nature est en train de reprendre ses droits. Donc on peut imaginer aussi que la bête est venue se cacher ici. Si bien évidemment, cette créature est purement animale. Car il ne faut pas mettre de côté toutes les hypothèses. Afin de mieux cerner son sujet. Hop. Regardez-moi ces roses. Elles sont balèzes. Et là, il y en a plein aussi. Donc heureusement, ça a été défraîchi là pour qu'on puisse passer. Ça fait très film d'horreur aussi quand même. Et d'imaginer qu'une créature tel qu'un dogman puisse se cacher ici, je vous laisse imaginer la frayeur. Hop. Allez, on sort de là et on va aller sur le lieu où tout a commencé. Donc Didier, merci de me recevoir, pas de problème. déjà. Et je suis content de pouvoir être avec toi aujourd'hui sur le lieu de ton observation. Donc est-ce que tu pourrais du coup nous raconter ce qui s'est passé ici même? Eh bien, je rentrais du travail, j'avais fait des heures sup. Il était 21h30. Il faisait nuit, donc en fait j'arrivais sur le chemin là. On peut même se décaler si tu veux.
C'était le chemin que je prenais tous les jours, hein, le matin pour aller bosser, le soir quand je rentrais, même les week-ends, des fois, tu vois, j'avais pas de véhicule, parce que je voulais marcher, donc je prenais mon sac à dos, j'allais en ville faire les courses. C'est un chemin que je connais par cœur. Et donc je suis descendu là, sur le chemin. Arrivé ici, on approche d'une ancienne porcherie et c'est un endroit que j'aime pas trop. J'ai sorti ma frontale et en éclairant, je me suis tourné vers les maisons pour voir si ma frontale marchait bien et si réellement elle éclairait très loin. C'est là que j'ai vu une bête, un animal que j'ai pas confondu mais que j'ai pris pour un cerf en fait. Par rapport à sa taille. Ouais, par rapport à sa taille. J'étais surpris parce que je me suis dit, putain mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Parce qu'il était collé aux maisons, vraiment collé aux maisons en train de regarder à l'intérieur. En allumant ma frontale, en me tournant, il a bougé la tête, tu sais, comme pour me stipuler qu'il m'avait vu. Je me suis dit, un cerf, il tourne la tête, il va partir en courant, il a peur des humains, et terminé. Et non, en fait, il s'est remis en position d'observation. Il n'a rien à foutre, en fait. T'es là, je le sais, mais je m'en fous. Et il a continué à regarder, et je me suis arrêté, donc, pour voir un peu. Il a arrêté ses observations, je l'ai vu pivoter, toujours dans la même direction, côté gauche. Et là, je me suis dit, bon, il va partir. En fait, non, il n'est pas parti, il a écarté ses pattes de devant. Il s'est mis en position un peu d'étirement, en fait, et il a commencé à... Tu veux dire qu'il bougeait bizarrement et les bras allaient bien au sol. Ouais. Est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose comme un félin, un peu? Non. Non? Ou comme un chat peut-être? Ouais, ça bougeait un peu, ça s'échauffait au niveau des épaules. Ouais. Mais ça n'avait pas l'apparence d'un félin en fait. Oui. Ou alors. Mais dans sa façon de bouger, tu vois? C'était plus brutal. Ouais, d'accord, très bien. Plus brutal. Je sais pas, parce qu'il n'y a en pas tout que cas, les épaules. C'était étrange, j'ai l'impression. C'était étrange, il bougeait la tête aussi de droite à gauche, il s'échauffait vraiment tout le haut du buste en fait. Toi, t'as l'impression qu'en fait, il s'est chauffé genre pour ok, je vais arriver, je me prépare. Ouais, je vais partir à la balle, je vais faire un départ arrêté, je vais tous les griller quoi. Ouais. C'était ça. D'accord. Et il a fait ça pendant, je sais pas, 8 secondes, 10 secondes. Et là, je me suis dit, bon, ce coup-là, c'est bon, troisième fois, il va partir. Quoi. Et là, non, il a commencé à pivoter tranquillement pour se faire presque face à moi. Et c'est là que j'ai vu que c'était pas un cerf. Donc en fait, il a couru jusqu'à être près de toi? Ouais. D'accord. Ouais, il a descendu, ça fait 300 mètres à peu près. Ouais. Quoi. En courant. En courant, en jouant avec son corps. C'est la sensation que j'avais, c'est le ressenti. J'avais l'impression de ressentir ce qu'il ressentait en fait. Il était super heureux, il était heureux comme s'il découvrait son corps, comme s'il jouait avec. Tu vois, il jouait des muscles, il accélérait, il ralentissait, comme un animal qui prenait vraiment beaucoup de plaisir. Quoi. D'accord. Comme on peut le voir parfois chez certains canidés d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais. Et donc il arrive près de toi. Ouais. Et là tu découvres donc que c'est pas un cerf. Ah mais je l'ai vu assez loin en fait, quand il a fait vraiment son demi-tour pour venir pour commencer à courir. Quand j'ai vu sa tronche, j'ai dit non, c'est pas un cerf quoi, ça avait un putain de terrain quoi, ça avait un museau. C'était massif, des épaules, des muscles, mais c'est les muscles, la musculature, c'est un truc qui m'a donc vraiment choqué. Tu distingues bien des épaules? Ouais, bien ronde à la Vin Diesel. Ouais. Et musclé, j'ai vu 3 muscles différents facilement sur chaque bras et jambes, quoi, des muscles que j'ai jamais vus ailleurs sur aucun autre animal. Quoi. Ouais, tu veux dire c'était super bien dessiné quoi. Ouais. J'ai fait des recherches sur internet pour voir un peu tous les animaux sur Terre, les mammifères à 4 pattes qui ont une musculature un peu hors norme. J'ai jamais rien trouvé. Parce que tu le vois tout le temps à 4 pattes. Hein. Ouais. Je le vois tout le temps à 4 pattes. Et donc quand tu dis au début tu croyais que c'était un cerf, tu évalues sa taille à celle d'un cerf? Ouais, entre le cerf et le cheval. D'accord, ok, donc de très grand. Est-ce que tu le vois noir? Non, quand je l'éclaire à la frontale, après l'éclairage de la frontale c'est particulier, c'est des LED un peu blanches, un peu. Je trouve que ça joue sur la couleur. Moi ça me fait plus penser à poil ras, gris, un gris
gris marron, un peu comme une biche. Je sais pas si t'as D'accord. déjà vu les biches la nuit, des fois t'as l'impression qu'elles sont grises en fait, en fonction de l'éclairage aussi. T'as l'impression que c'est adaptatif. Donc tu dirais, avec la lumière de temps frontale, ça te faisait penser à une couleur gris, voire peut-être marron, mais Ouais, il faut entre prendre en les deux. considération que peut-être que Que la couleur n'était pas comment dire, n'était pas celle-ci parce que peut-être que la lumière de ta frontale y joue, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu sais, c'est un truc c'est un truc que tu vois des fois, même sur les voitures, quand tu éclaires une voiture, la nuit, t'as pas la même couleur que si tu la voyais en plein jour en fait. Mais c'était pas noir en tout cas, c'était pas le noir black Ouais, d'accord. qu'on a l'habitude de voir. Donc par contre, voilà, tu distingues des épaules, tu distingues quelque chose de massif, de costaud. C'est ça. Est-ce que tu vois des bras, enfin des pattes avant, qui te semblent plus longues que celles à l'arrière? Comme ça, non. Non, Enfin, ouais. Ça te semble homogène? C'est difficile à dire. Enfin, il me semble que le haut est quand même, le torse est un peu plus haut que l'arrière. Ouais, d'accord. C'est pas excessif. Ça joue à pas grand chose peut-être, mais peut-être que c'est dans sa posture aussi. Comme je t'ai dit, il avait. C'est le fait que quand il a commencé à courir, tu voyais bien son museau, et puis d'un seul coup il a commencé à accélérer, il a baissé la tête. Mais comme un taureau qui charge quoi, en fait. Il a baissé la tête, les museaux au sol, et les yeux qui regardaient droit devant, je fonce. Enfin je charge. Et toi, pour toi, tu vois que ça a la tête d'un chien, d'un loup? Alors c'est entre les deux. Ouais. Ça me fait penser au bull terrier, toi. D'accord. Tu vois le terrain du bull terrier? Ouais. C'est assez. Voilà, ça me fait Ah penser oui, à ça. d'accord, ouais, ouais. Ok, très bien. C'est pas profilé comme un loup, c'est pas. Mais c'est vraiment long. Ouais. Long. Donc il s'approche. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est proche de toi? Je flippe un peu, parce que là, je me demande comment il va réagir en m'approchant, s'il va pas changer de direction. Et puis je me demande, je m'interroge, parce que je vois un animal en fait, qui prend beaucoup de plaisir à se déplacer, et puis à jouer avec son corps. En fait c'est ça, jouer avec son corps, et puis il sait que je suis là en fait. Et pourquoi il fait ça devant moi, pourquoi il se montre en fait. C'est de l'égocentrisme, c'est quoi? T'as l'impression qu'il faisait exprès pour que tu le vois faire ça? C'est ça. Moi, c'est le ressenti que j'avais en fait. Regarde ce que je peux faire. Ouais. Regarde la puissance. Regarde de Admire. quoi je suis capable. Ouais. T'es là, tu m'as vu, tu me vois. Regarde. Alors regarde, Ouais. observe, profite. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais s'il fait ça, voilà, il fait une diversion. Il fait diversion. Ça m'a frappé ce mot, diversion. Il fait diversion pendant que tu le regardes en train de courir, tu vois pas ce qui se passe derrière toi. Ah ouais, t'en étais là, t'étais à te dire presque qu'il y a quelque chose qui allait arriver derrière pendant ce temps-là. C'est pour ça que j'ai tourné un peu la tête pour regarder s'il n'y avait pas quelque chose qui arrivait des bois derrière. Et puis j'ai fait pareil de l'autre côté. Mais en même temps, je voulais pas le quitter des yeux. Parce que déjà, c'était super joli à regarder, quoi. Enfin, c'était pas joli, mais c'était omnubilant, c'était comment on peut dire, t'es captivé, quoi. Oui, c'était pas quelque chose de désagréable. Non. Non, puis même, c'est pas un truc. Toi, je passe ici tous les jours, j'ai vu des cerfs déjà ici, des biches. Enfin voilà, tu vois des biches, ok. Tu fais peut-être une photo, mais tu vas pas le faire tous les jours. Ouais. Donc là, c'est un truc que j'ai jamais vu. Tu veux dire que c'est à la fois effrayant, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est pas. Enfin, c'est pas moche à regarder, quoi. Non, c'est pas moche à regarder. Non, puis tu sais que c'est un spectacle. Enfin, c'est un spectacle que tu verras peut-être que je verrai plus jamais, quoi. Enfin, j'espère. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'était. Et donc, je reviens encore à cette question, mais au moment où il arrive près de toi, est-ce que tu sens de l'agressivité? Est-ce que non. Parce que il a été. Tu t'évaluerais à combien de mètres quand il était le plus proche de toi? Ben, écoute. Toi, on est ici, ouais. Et là t'as les arbres en fait. Ouais. Elle était plus près. Je dirais là, quand tu regardes les arbres, t'as une grosse touffe qui sort de la prairie. Ouais. Je sais pas si tu la vois. Donc il était devant les arbres. Ah oui, bien avant. Ouais. Ok. Donc il était entre le fossé qu'on est en train de voir ici et les arbres. En fait, il était en train de regarder dans une maison. Ouais. Et il est parti, il a fait son quart de tour, en fait, son demi-tour. Et il est parti tout droit, en fait, par rapport à la maison. Il n'a pas changé, il n'a pas cherché, il n'a pas fait de zigzag et tout droit. Okay. Ouais, donc ça veut dire que tu l'avais à quoi, une trentaine de mètres? Ouais, je pense que c'est 30-50 mètres. D'accord.
cette créature va s'échapper ou c'est toi qui vas partir parce que tu as peut-être peur pour ta vie ou, Non, j'ai eu peur au début, enfin j'ai eu petite appréhension parce que tu te dis, si ça se trouve au dernier moment, vu la puissance qu'il a, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Ouais. Et tu te dis peut-être qu'il va changer de direction au dernier moment, il va me foncer dessus, quoi. Et puis non, moi j'attendais juste qu'il approche du talus pour le voir sauter. Et je pensais qu'il allait sauter du talus sur le chemin, pour ressauter le talus, le deuxième talus, en direction de la route. Là-bas il y a un marais. D'accord. Il y a un grand marais c'est une zone sauvage en fait. Et je pensais qu'il allait partir là-bas, se cacher là-bas. D'accord. Quand il est approché du chemin, qu'il allait faire son saut, je sais pas, j'avais pas vu le saut. D'accord. Je suis incapable de te dire ce qu'il a fait. Et donc toi, tu estimes qu'il a fait un saut, mais que tu n'as pas vu. Ouais. Et je l'ai entendu tomber. Et tu l'as entendu retomber. J'ai entendu retomber derrière le bosquet là-bas. Ouais. Donc derrière le petit bosquet qu'on voit ici. Ouais. Ok. Donc à l'époque, il y avait du maïs. Ouais. Et c'est le bruit dans le maïs en fait qui m'indiquait qu'il était tombé derrière le bosquet. Ouais. Et je m'attendais à entendre, tu sais, la course continuer en fait. Tomber dans le maïs et puis continuer à entendre le maïs qui bouge, Et non, en fait, il est tombé dans le maïs et il s'est arrêté net. D'accord. Comme s'il tombait de très haut. Ouais. Mais ça voudrait dire qu'il a fait un saut quand même assez impressionnant. Au début, j'étais parti sur quelque chose de 6 à 8 mètres. Et, je suis revenu pour mesurer et tu te dis que tu as plus de 50 mètres. Ah ouais, tu veux dire qu'il y a un saut d'au moins 50 mètres? Ouais. Enfin, sachant que tu l'as pas vu, donc peut-être que... Est-ce qu'il a fait un rebond avant, quelque chose? Mais toi, t'as entendu? Je pense que le rebond, je l'ai entendu. Ouais. Et puis peut-être qu'il a sauté pour une fraction de seconde, j'ai clié des yeux ou je sais pas, il y a eu un truc, mais ça a été très très rapide quand même. Très rapide. Même un cerf lancé à pleine vitesse, même si tu rates le saut primordial, quand tu relèves la tête, tu le vois encore dans les airs avant de retomber, quoi. Là, ça a été... je ne l'ai pas quitté des yeux très très longtemps, ça a été très... Donc ça veut dire, moi, de la façon dont tu décris ton observation, il voulait impressionner. Ouais. Et finalement, il t'a pas chargé à aucun moment. Non. Par contre, il s'est rapproché, il a sauté, il a fait son train, quoi. Ouais. Mais il s'est pas inquiété plus que ça de ta présence. Ouais, je pense que j'étais insignifiant pour lui. Vraiment, vraiment insignifiant. D'accord. Enfin, ouais. Quelque part, j'ai presque envie de dire merci de m'avoir montré ça, quoi, mais enfin voilà. Et après... Ouais, avec du recul, je sais que c'était un spectacle. Tu vois, des fois, tu écoutes les témoignages, tu as les gens, ils l'ont croisé, ils l'ont vu 10 secondes, ils l'ont vu 1 minute, 2 minutes. Là, je l'ai vu courir, je l'ai vu se déplacer, je l'ai vu se comporter comme j'ai jamais vu aucun animal se comporter, quoi, en fait. J'ai vu une musculature, merci, j'aimerais bien avoir la même, quoi. Donc, du coup, tu distingues des poils ras. Ouais. C'est ça. Et est-ce que tu vois une encolure peut-être un tout petit peu plus touffue ou pas du tout? Non, il y a juste... j'ai l'impression qu'il y a une zone d'ombre qui part de la nuque, comme une hyène. Ah d'accord, ok. Qui part de la nuque, en fait, jusque dans les omoplates, enfin entre les épaules. Alors je sais pas si c'était vraiment des poils ou bien si c'était juste une zone d'ombre entre les épaules, parce que les épaules étaient quand même très massives, quoi. D'accord. J'ai pas voulu m'approcher assez pour regarder. Et ça s'est déroulé quand? Les faits? Ouais. C'était le 2e confinement, je crois, octobre 2020. D'accord. Et tu es revenu après par la suite ici ou... En fait, ouais, c'est la route que je prenais pour aller bosser tous les jours. Ouais. J'ai évité la porcherie. Ouais. Toute la zone là-bas, j'y allais plus, je coupais à travers champ. Si je pouvais éviter. Et j'ai eu des moments de flip hallucinants, quoi. Quand il est tombé derrière le bosquet, en fait, ça bougeait plus. Donc j'ai entendu le saut massif, j'ai entendu le maïs, plus de course. Donc je savais qu'il était encore là, quoi. Ou alors j'ai attendu un petit peu en me disant si ça se trouve il est parti vraiment discrètement, quoi, sans faire de bruit. Et j'ai repris ma route, en fait, j'ai voulu faire quelques pas pour m'approcher. Et j'ai entendu grogner. D'accord. Mais un grognement, comme un gros chien, en fait. Rien de... Rien d'extraordinaire, mais maintenant que je suis ici, que je vois le bosquet, quand je vois la distance, je me dis que le grognement, il y aurait un chien là-bas, il grognerait, je ne l'entendrais pas. Donc je l'ai entendu, quoi. Donc je me dis que le grognement était quand même... Il devait être quand même assez imposant. Ok, il était pas content, puis moi je voulais rentrer chez moi, j'avais pas envie de faire un détour de 3 bornes pour rentrer chez moi, c'était ma route, quoi. Et j'ai attendu 2 secondes et puis j'ai recommencé à avancer. Et là il a grogné, mais c'était nettement plus agressif, en fait. Ouais.
En fait, est-ce que ça voulait dire du genre passe pas? Ah mais je veux dire, le grognement était tel que je me suis arrêté sur place et je crois que j'ai lâché la frontale où je l'ai rangé et j'ai mis mes mains devant moi en fait. J'ai mis mes mains, regarde. Ah, t'étais prêt à te défendre de quelque chose? Non, c'était même pas la peine, je me cherchais pas à me défendre, ils m'ont mis en pièces quoi. C'était vraiment histoire de lui montrer, regarde, j'ai rien. D'accord. Je suis main vide. Voilà, karaté, tu vois. Voix de la main vide. J'ai rien, je suis pas agressif, j'ai pas de couteau, j'ai pas d'arme. Enfin voilà. D'accord. Et tu as rebroussé chemin du coup? Je me doute. Ouais, là j'étais petit à petit, marche arrière sans me retourner en fait. Je suis toujours resté face à lui, toujours les mains devant pour bien qu'il voie que je n'y avait pas d'embrouille. Et j'ai reculé jusqu'au virage. Et même après le virage, j'ai continué je regardais un peu où j'allais, je regardais où il était, j'essayais de jongler entre ma position, la sienne, voir s'il n'allait pas me charger quand même. D'accord. De tout ce que tu es en train de nous décrire sur ce que tu as pu voir, j'ai l'impression qu'au début, tout allait pour le mieux. Ouais. Parce que peut-être que tu l'observais de loin, donc c'est ça qui rassurait, le fait qu'il soit à distance, à bonne distance. Puis j'ai l'impression que quand même la fin de l'histoire est un petit peu moins joyeuse. C'est clair. Ouais. Enfin, le fait qu'il te grogne, là j'ai commencé vraiment à flipper. Je fais mon demi-tour, j'ai remonté le chemin. J'ai dit tant pis, je vais me faire un détour de 3 km de plus, quoi. Je rentrerai plus tard à la maison. Ouais. Mais j'étais tellement en me disant, comment dire, entre ce que j'avais vu courir, entre la situation, ce que j'entendais, ce qui s'était passé. Tu étais dans un état pas second, mais tu te dis putain, j'ai vraiment vu ça, quoi. Et je suis rentré dans le lotissement, j'ai traversé le lotissement, j'ai regardé pour voir s'il n'y avait rien. Je suis sorti de lotissement. Là, tu avais la possibilité soit de tourner à gauche, soit à droite. J'ai pris à droite parce que c'était quand même plus court. Donc j'ai retraversé la ville. J'étais rassuré parce que tu avais la lumière, tu avais de la circulation un petit peu. Et puis j'ai longé en fait là, la route. Dès que je suis sorti de la ville, qu'il n'y avait plus de lumière. Et je pense que c'était lui qui m'a marqué sa présence. En piétinant sur place. Mais en écrasant le sol, en tapant sur le sol, en brisant les branches par terre, en faisant du bruit. Ouais. Là, j'ai commencé vraiment à flipper. Mais vraiment à me dire, putain, là, c'est pas bon. Déjà, il savait où j'étais, alors que je vois pas comment il aurait pu savoir. Et il savait dans quel sens j'y allais. Et il m'a suivi comme ça sur, je sais pas, ça doit faire 200-300 mètres. Ouais. Donc alors, il t'a suivi quand même quand tu rebrousses chemin. Pour repartir, il te suit quand même. Alors, moi je ne l'ai pas vu me suivre, je ne l'ai pas entendu. Ouais. C'est vraiment quand je sors de la lumière et que je me retrouve en campagne, où là, direct, j'entends ce piétinement lourd et vraiment, je ne vais pas dire agressif, mais c'est pas amical. Et j'ai commencé vraiment à flipper, à m'arrêter, à me dire qu'est-ce que je fais. Je retourne carrément, j'avais encore la clé du taf, à me dire je vais dormir au taf et puis terminer, quoi. Ouais. Je savais pas trop comment faire. Et puis j'ai continué à marcher, ça s'est arrêté. Et puis 50 mètres après, 50-80 mètres après, ça a recommencé. Donc je ne l'ai pas entendu se déplacer, mais j'ai entendu à nouveau piétiner, quelque chose qui cassait des branches, qui me montrait que il n'est pas content, quoi. Donc là tu fais demi-tour du coup. Ouais. Et donc tu veux essayer de passer par un autre chemin. C'est ça, ouais. Et là il va se repasser encore quelque chose. C'est ça, je vais l'entendre piétiner. Enfin il va me montrer sa présence sans le voir. Ouais. Il va faire du bruit avec ses pieds, mais ses pieds. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est debout. Ouais. Et qui piétine de colère, tu sais, qui. Ouais. Qui casse tout. Qui casse tout. Pas content, je suis pas content, putain. Donc ça veut dire que même en rebroussant chemin et en changeant de direction, de plan, voilà, ton itinéraire, en fait, lui, il t'a quand même suivi, mais ça a duré un petit moment. Ouais. Ça a duré. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Parce que là, je commençais vraiment à avoir vraiment très très peur. Enfin, vraiment terrorisé, parce que tu te dis au point où je me suis arrêté, j'attendais qu'il y ait des voitures qui passent des fois, ou des camions de livraison qui passent la nuit pour continuer à avancer, quoi. Et dès que je voyais une voiture qui approchait, des phares qui arrivaient, je commençais à marcher un peu plus vite, j'ai essayé de gagner de la distance. Et non, je l'entendais 50 mètres, 80 mètres après, où il était toujours là, quoi. Ouais, ça a duré un petit moment quand même. Ouais. Et t'as réussi à arriver à ton travail quand même ou je sortais du taf et je rentrais chez moi. Et ouais, il a fallu que
C'était hors de question, il fallait que je traverse un petit bois, c'était hors de question que je traverse ce petit bois, parce que je me suis dit là, là il y a toutes les possibilités pour me faire une embuscade ou ce qu'il veut, quoi. Ouais. Donc escalader un talus Ouais. qui m'emmenait en plein milieu d'un champ, en fait, à une grande étendue, Ouais. que j'ai traversée de nuit, en me disant, je me suis arrêté, je voyais ma maison au loin, enfin qui était à 1 km. J'ai fait un 360 et je me suis dit, putain, je suis dans une zone où en fait il peut attaquer, s'il m'attaque, il peut attaquer de partout. De Ouais. partout. Enfin, je vais Donc quoi que tu fasses, ouais. il y avait toujours cette crainte qui puisse être toujours là, toujours Ouais, présente. c'est ça. D'accord. Et t'as eu peur quand même qu'ils te suivent jusqu'à Ouais. chez toi? Ouais. Là, je suis persuadé qu'après il a plus fait de bruit. Le dernier bruit que j'ai entendu c'était dans les petits bois justement. Donc il avait traversé la route et ça a été la dernière fois que j'ai entendu. Ouais. Donc j'étais dans le champ et j'arrivais à entendre ce qui se passait dans le bois, avec les branches qui craquent et le monsieur est toujours pas content. Alors on a vu aussi juste avant, j'ai fait des plans à la porcherie. Et est-ce que tu penses pas que ça pouvait être un endroit où il se cachait? Si, je pense, ouais, si. Ouais. Si, bah, cet endroit-là, j'ai jamais aimé. Du jour où je suis passé par là et que je suis tombé sur cette porcherie abandonnée, il y a un truc. Je n'ai jamais aimé cet endroit. En ressenti, quoi. Et même des fois, je préférais la contourner, continuer tout droit, plutôt que de passer devant. Et encore plus après avoir eu ton observation. Ah bah ça a été fini. Seulement, j'ai mis beaucoup de temps à repasser quand il faisait jour, uniquement quand il faisait jour en journée. Le nombre de fois que je suis passé en coupant à travers le champ, mais pareil, il y a eu des moments de terreur où j'étais persuadé qu'il était là, quoi. Enfin, Après, je ressentais une présence, on m'observait. Est-ce que tu penses qu'il y a, comme je dis, un avant, un après? Ouais. Et cet après, du coup, t'as tellement marqué que t'as l'impression parfois qu'il peut être là à tout moment. Il y a des moments où, après j'ai fait carrément tout le tour, tu vois, je longeais la nationale pour plus avoir à passer par là. Et même des nuits, même sur la nationale, il y a des moments où j'étais terrorisé. Je pouvais plus avancer, quoi. Mais vraiment plus avancer. Je pense qu'il était là. Je pense que tous les soirs, admettons, ça se passait bien, je rentrais chez moi. Et puis il y a des soirs où, oh, putain, presque tu savais qu'il était là. Tu ressentais quelque chose, l'ambiance était lourde, il n'y avait plus les oiseaux, je voyais les oiseaux dans les arbres, je les entendais pas. Alors que ça piaille tout le temps, quoi. Ouais. C'est Et des oiseaux, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Enfin, une fois que tu as fait ton observation, tu en as parlé à quelqu'un? Non. Tu l'as gardé pour toi? Ouais. D'accord. Et tu l'as gardé combien de temps jusqu'à ce que je témoigne. Ah d'accord, donc c'est quand tu as témoigné que tu as commencé en fait à te décharger de cette histoire. J'ai essayé d'en parler une fois avec mon frangin, je lui ai dit écoute, un coup en rentrant du taf, j'ai vu quelque chose de courir, je crois que c'était pas du coin en fait. Et il m'a regardé, il m'a dit ouais, va pas plus loin en fait. Ouais, ça c'est vraiment le... Bon, au moins c'est clair et net quoi, là il n'y a même pas de... C'est ça. Même pas il va dire ouais mais non, cherche pas, Ouais, terminé. On va pas sur cette piste quoi. On va pas sur ce chemin avec moi. Il n'a pas sorti ça comme ça, parce que mon frangin c'est quand même quelqu'un d'assez... je sais pas s'il est posé, mais c'est... Ouais, c'est... voilà, c'est pas... Mais non, je voyais que ça intéressait pas du tout, quoi. Ouais. Et il est très religieux. Ouais. Donc si tu lui parles d'une bête qui est pas courante dans le coin, pour lui ça sera le diable peut-être. Ouais, d'accord. Okay. Bon, en tout cas j'espère que ça t'a fait du bien de pouvoir en parler. Ouais. Parce que ça n'a pas dû être évident de garder aussi longtemps, pas vraiment, parce que finalement c'était pendant la période Covid, mais quand même de ne pas pouvoir en parler, je sais pas. C'est difficile à dire quoi. Comme la plupart du temps, les témoins éprouvent des difficultés à parler. J'ai essayé d'en parler au taf en disant ouais, je suis tombé sur un gros sanglier. En fait, tu lançais des pistes. Ouais, je lançais des pistes et j'attendais. Non, il n'y a jamais rien eu, quoi. On m'a jamais dit ah ouais, mais attends, ça se trouve, c'est tombé sur l'encou. Tu t'en es quelques perches, allez, allez, attrapez. Ouais, je parlais vraiment d'un gros sanglier qui m'avait empêché de rentrer chez moi parce qu'il était pas content. Alors peut-être qu'il y avait des marcassins dans le coin ou des trucs. Non, jamais personne ne m'a dit quoi que ce soit. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir amené ici pour que les gens puissent vraiment mieux se représenter là où tu as eu ton observation. Et comme je disais, c'est vrai qu'il y a des habitations vraiment pas très loin. Donc toi, à l'époque, tu habitais là-bas, c'est ça?
J'habitais derrière les bois en fait, t'as des petites maisons par là-bas, on va dire. D'accord. Ouais, j'habitais par là-bas. Ouais, c'est une route que plein de monde la prend. Oui, c'est ce que je disais, c'est quand même, on est proche encore une fois des habitations. Moi quand je l'ai vu, il regardait vraiment dans les maisons quoi. Ah, il regardait carrément, ouais, c'est ce que tu disais, mais c'est vrai qu'on a presque du mal à le croire quoi. Toi tu penses qu'il ziotait, qu'il faisait... Ah oui, il regardait ce qui se passait dedans. Wow. Je veux dire, il n'y a pas d'autre possibilité. Les maisons qui se trouvent derrière moi. Ouais. Il regardait dans les vérandas, il était pas en train de brouter, toi, c'est pas comme un cerf qui broute la pousse par terre. Non, il regardait ce qui se passait dedans. Il observait, Tu le sentais curieux? Ouais. Wow. Ok, très curieux. Bon, moi c'est ce que je disais au début, avant que je t'enregistre là, je marchais et je disais c'est vrai qu'encore une fois, je me retrouve sur un lieu où je suis en train de faire un reportage et on est quand même très près des habitations. Ah oui, voilà. Et c'est assez troublant. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Un plaisir. Je voulais qu'on vienne ici un peu plus près donc, de là où tu l'aurais vu, en tout cas entendu sauter. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai la distance dont tu penses qu'il a parcouru avec ce saut, en faisant ce saut. Toi, avec ton doigt, est-ce que tu pourrais me montrer à peu près? Alors, moi, je pense qu'il était très près du bord, déjà. Il a sauté d'ici à peu près, déjà derrière le bosquet, ça c'est certain. Ouais. Comme s'il avait voulu se cacher vraiment derrière le bosquet, peut-être. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait il était à peu près devant le premier arbre. Celui-là, bien avant quand même. Ah, bien avant, d'accord. Au moins 10 mètres. 10 mètres derrière et donc on va dire, allez, je mets le doigt ici. Voilà. Et il aurait sauté pour arriver derrière là, ici. Ouais, ça fait quand même un sacré, un sacré saut. Et je suis sûr que c'est ça, parce qu'il était derrière, et derrière tu avais le maïs, alors que là tu n'avais rien. Et comme j'ai entendu tomber dans le maïs, c'était un saut en diagonale. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, je mettrai, je mettrai une image d'habillage où on pourra voir peut-être un petit peu mieux la distance qu'il aurait parcouru. Moi, je te dis à peu près 50 mètres, ça me paraît complètement hallucinant. Ouais. Même les champions du saut dans le règne animal, comme le puma, peuvent sauter jusqu'à 12 voire 15 mètres en longueur, mais pas plus. Donc, quel animal en France pourrait faire ça? De plus, même si les plus grands chiens du monde sont impressionnants, ils restent plus petits qu'un cheval. Il est donc difficile de répertorier l'animal que Didier a pu observer, sauf si nous acceptons l'idée que l'existence du dogman ne soit pas qu'un simple mythe. Il est normal en tant qu'humain d'avoir des doutes sur l'existence de cette créature. Mais il est aussi important de comprendre que de nombreuses choses nous échappent encore aujourd'hui. La bêtise humaine, par exemple, ainsi que son irrespect et son manque de tact, atteignent des niveaux qui frôlent le paranormal. Si Dieu nous a fait à son image, il n'avait sans doute pas de miroir à ce moment-là, ce qui explique peut-être quelques finitions hasardeuses.
il est impossible que Didier ait aperçu un ours atteint de la gale. Il n'y a aucun ours en Bretagne, seules les Pyrénées en abritent. Dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer plutôt un cerf atteint de la maladie du zombie? Mais là encore, c'est impossible, car aucun cas n'a été recensé en France. De plus, malgré l'horreur de cette maladie, l'animal reste facile à reconnaître. Si un témoin rapporte une observation étrange, tout en restant anonyme, il ne peut ni tirer profit d'une notoriété, ni obtenir une quelconque reconnaissance sociale ou financière. Au contraire, il prend souvent le risque d'être discrédité ou de voir son témoignage ignoré. Dans cette histoire, tout porte à croire que Didier a clairement vu ce qui pourrait être un dogman. Et pour vous ? Donc Alex, merci de nous avoir accompagnés ce matin. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas c'était vraiment sympa. Tant mieux, et je voulais savoir par la même occasion, vu que j'ai la chance d'avoir un abonné avec moi, qui nous a suivis du coup sur le lieu d'observation de Didier. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? C'était vraiment intéressant du coup de pouvoir assister à l'entretien avec Didier, de pouvoir voir son lieu d'observation. Du coup moi je suis de Quimper, hein, du coup. Ouais. Je suis à 2 heures de route, donc c'était l'occasion de voir un petit peu les backstage et surtout de pouvoir vraiment ressentir avec le témoin son expérience. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qu'on peut pas forcément voir derrière la caméra quand on regarde les vidéos YouTube, mais le faciès et les émotions, le ressenti de la personne en direct, parce qu'on revient un petit peu avec lui l'expérience. Et c'est ça qui est troublant, quoi. C'est que on sent que les gens ont vraiment vécu une expérience qui est réelle en fait. Et voilà, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu, en plus de rencontrer Chris, toi, enfin tout ça, toute l'équipe, de voir un peu les backstage, de voir que c'est fait de façon pertinente et sérieuse. Il faut. Et de voir que Virgile, ça je tiens à le souligner aussi, est authentique dans les vidéos. Il est aussi sympa derrière la caméra que... moi je suis transparent de A à Z. Voilà, exactement. Même pour les bonnes blagues. Exactement. Même si elles sont pas si bonnes que ça. Ça va. Je suis pas très fort non plus. Alors, comme tu le sais Alex, je vais sûrement demander aux abonnés que je vais retrouver plus tard dans la journée de me raconter leur expérience avec l'étrange. Est-ce que toi tu aurais une histoire qui te sera arrivée qui touche à ce domaine-là? Du dogman, non. Alors peut-être pas du dogman, mais quelque chose... Dogman, ouais. Mais oui, je suis, comme je te disais, je suis infirmier du coup. Et à l'époque, donc j'étais dans un CHU. Et oui, il m'arrivait une petite expérience troublante mais sympathique. C'était pas quelque chose d'effrayant. Pour mes collègues infirmières et infirmiers, ils sauront un petit peu de quoi je parle. Quand on est d'après-midi, on prend, après les transmissions, son premier tour. Donc on fait en général le tour des tensions. Du coup, il y avait pas mal de monde parce que l'après-midi, souvent, il y a les familles qui peuvent venir. Et je vois un monsieur très sympa qui me sourit. Je lui souris, bon, peu importe. On fait le tour des patients, on arrive à la dernière patiente. Et bon, malheureusement, elle n'était pas très en forme, plutôt chagrinée en pleurs. Et du coup, je décide de prendre du temps pour elle. Et je vois sur son adaptable, sur sa petite table à côté de son lit, une photo du monsieur que je venais de voir dans le couloir. Donc moi du coup ça fait un petit point d'accroche pour entretenir la conversation et creuser un petit peu. Donc je lui demande qui est cette personne sur la photo. Et elle me dit bon c'est mon mari. Donc moi je fais le lien avec la personne que je viens de voir dans le couloir et je lui dis bon ça a dû vous faire plaisir de voir votre mari, ça a dû vous remonter un petit peu le moral quand même quoi. Oui, parce que toi t'étais pas au courant que... c'est là où elle me dit non mais en fait mon mari il est mort il y a 3 mois. Ah, j'en étais sûr. Donc du coup un petit blanc parce que j'étais quand même bien surpris. Parce que je suis quelqu'un d'assez physionomiste, je vais voir un visage, je vais recroiser la personne, je sais pas moi, 2 mois après à Carrefour, je vais la reconnaître, bon, c'est comme ça. Et surtout que cette personne avait vraiment un visage atypique, je veux dire la forme du nez, les lunettes, c'était la personne que j'avais vue quoi. Et quand tu la vois, tu la vois comme toi et moi? Oui. Ah oui, c'était pas du tout une forme fantomatique, spectrale ou quoi que ce soit. Non, non, c'était vraiment comme si je te voyais toi en fait. D'accord. Et non, c'est vraiment une personne avenante, presque, oui, après coup, presque surprise que je la vois.
Mais ouais, vraiment de l'amour, même dans ses yeux, il n'y avait rien d'effrayant en fait. Ouais, voilà. Pour en tout cas, ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire. Ouais. Je te remercie beaucoup, Alex. Eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Attention, Chris, tu es prêt? Ah! Quelle photo, quelle sur la mienne. Allez, on va suivre Chris. On arrive près. De Judicaël. Bien frais. Vous voyez, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. L'eau fraîche de la fontaine. Ouais. La fontaine de Notre-Dame de Paimpont. Alors Chris, si nous sommes ici, c'est pour une raison bien particulière. C'est que tu partages cette hypothèse que l'histoire de Judicaël puisse être source d'inspiration pour la légende arthurienne. Oui, parce que Judicaël est un roi ayant régné au 7e siècle dans la région, et là nous sommes au cœur de la forêt de Paimpont, donc au cœur de la forêt de Brocéliande, et nous sommes au pied d'une stèle illustrant, enfin représentant le roi Judicaël, qui était à l'origine se destinait à être moine et était dans un monastère lorsque son frère, qui était un noble de la région bretonne, est venu le chercher dans ce monastère pour lui demander de devenir roi et de régner sur la région à sa place. Il refusa plusieurs fois car il voulait se destiner à la vie monastique et spirituelle et à son culte religieux chrétien. Mais son frère et d'autres nobles sont venus chercher Judicaël pour mettre fin à des querelles entre seigneurs, et sachant que Judicaël était quelqu'un de sage et de respecté, ils lui proposèrent le trône, ce qu'il accepta. Et pour non pas asseoir son pouvoir personnel, mais pour pacifier la région et amener les seigneurs à s'entendre. Ce qu'il fit, il régna pendant quelques années, et suite à la pacification des conflits et la paix retrouvée dans le pays, il redonna le pouvoir à son frère, héritier légitime du trône, et retourna dans son monastère pour vivre sa foi comme il l'entendait. Ce qui prouve bien qu'il n'était pas assoiffé de pouvoir. Pas du tout, c'était vraiment pas sa motivation. Et est-ce que ce roi réel ayant régné
au 7e siècle n'aurait pas été l'inspiration nécessaire pour les légendes du roi Arthur, le bon roi qui règne et pacifie la région, le pays, met fin au conflit entre seigneurs locaux et abandonne le pouvoir en fait, ou règne pour que tout le monde soit heureux et que le pays se développe et soit en paix. Oui, parce que ça avait l'air, de la façon dont tu décris son histoire, ça avait l'air d'un roi aimant, bienveillant et aimé par son peuple. Oui, lors de son règne, les conflits se sont apaisés, la région a prospéré et il administrait les choses correctement avec diplomatie et sagesse. Mais il aurait aussi eu apparemment l'aide d'une entité spirituelle qu'on attribue à Notre-Dame de Paimpont, dont nous sommes aussi au pied, parce qu'il y a une grotte où serait apparue Notre-Dame de Paimpont qui a créé cette source au cœur de la forêt. Et Judicaël aurait, par sa foi, eu des apparitions mariales, donc de Marie, supposée Marie, pour le guider lors de son règne à cette époque. En fait, il y a quand même un aspect un petit peu surnaturel dans l'histoire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une abbaye qui a été construite à Paimpont pour Notre-Dame, pour honorer Notre-Dame notamment, et suite au règne de Judicaël. Donc les deux choses, le règne de Judicaël qui est un personnage réel, un homme réel qui a existé, et cette dame blanche attribuée apparition mariale à Marie, donc est-ce que ce serait la dame blanche de la forêt de Brocéliande qui guidait le roi, ou Marie, ou assimilée? Et là on peut faire encore une fois le parallèle avec les légendes arthuriennes, c'est-à-dire la Dame du Lac, l'aspect de ces femmes de la légende arthurienne, Viviane, Morgane, des déesses, des femmes qui avaient un certain pouvoir et détenaient une influence vis-à-vis des hommes de la noblesse. Brocéliande, terre de mystère, Excalibur brille sous ta lumière. Le roi Arthur veille noble et vaillant, guidé par l'écho des vents. Brocéliande, terre de mystère, Excalibur brille sous ta lumière. Le roi Arthur veille noble et vaillant, guidé par l'écho des vents. Voici désormais devant l'église de Tréorantuc. Donc je me dois d'aller à l'intérieur et de voir les différentes gravures qu'on pourrait y trouver. La porte est en dedans. Alors je suis en train de lire le descriptif de ce que représente, enfin ce que pourrait représenter cette image dans l'église. Et on peut voir que ce cerf blanc serait le Christ pour le monde des chrétiens. Et pour ceux des Celtes, il serait Cernunnos. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au témoignage que j'ai enregistré sur la chaîne concernant celui-ci. Dans les rivières, tu es le courant qui porte les secrets du temps. L'harmonie qui lie les vivants à la nature. Il n'y a pas
à dire, la fresque est magnifique. On peut voir qu'il y a une pierre en bas, donc on dirait une sorte de pierre, peut-être un tombeau, je sais pas. Et je remarque aussi que ici, le cerf a les yeux rouges. Et dans l'église que j'ai visitée hier, où ce même cerf était au sol, il avait les yeux jaunes. L'église de Tréhaut-Renteuc, en Bretagne, est entourée de mystères et de légendes liées à la forêt de Brocéliande. Elle est notamment associée au cycle arthurien et à la quête du Graal. L'abbé Gillard, qui l'a restaurée au XXe siècle, y a intégré des symboles ésotériques et des références aux légendes celtiques et chrétiennes. Parmi ces particularités, on trouve l'inscription « La porte est en dedans », invitant à une quête intérieure, ainsi que des vitraux et fresques évoquant Perceval et la table ronde. L'abbé Gillard et l'abbé Saunière, à Rennes-le-Château, renforcent cette connexion, chacun ayant transformé son église en un lieu empreint de mystère et de spiritualité hors du commun. Toutes deux sont associées à des symbolismes religieux et alchimiques, laissant supposer un message caché inscrit dans leur architecture et leur iconographie. Cette citation au-dessus de cette porte pourrait signifier que même si une personne semble posséder ou dominer le monde matériel, l'au-delà, le monde spirituel appartient à Dieu. Cela rappelle que les richesses et le pouvoir terrestre sont éphémères. Elle pourrait aussi signifier que si l'être humain peut agir et posséder dans ce monde, il doit garder en tête qu'il y a une autre réalité qui échappe à son contrôle et qui appartient à une puissance divine. En gros, l'idée principale est donc une mise en garde contre l'illusion du pouvoir absolu sur cette vie, en rappelant qu'il existe une dimension spirituelle ou divine qui dépasse l'homme et sa connaissance. Un secret éternel. Les ombres dansent sous la brise, murmurant d'antiques récits. Là où Merlin figea le temps, dans l'éclat d'un sort interdit. Au Brocéliande, terre de mystère, Excalibur brille sous ta lumière. Le roi dans la clarté de la lune, la dame du lac fredonne. C'est dans cette forêt que les héros sont nés. Dans les brumes aux mille lames se cachent des ombres et des flammes. Le Graal, notre espoir sacré, dans la nuit reviendra briller. Brocéliande, terre de mystère, Excalibur brille sous ta lumière. Le roi Arthur veille noble et vaillant, guidé par l'écho des vents. Brocéliande, terre de mystère, Excalibur brille sous ta lumière. Le roi Arthur veille noble et vaillant, guidé par l'écho des vents. Il était important pour moi de vous informer d'une chose assez troublante et étrange qui m'est arrivée lors de mon retour en Occitanie.
sur l'autoroute, mon regard a été attiré par une lumière rouge. À ce moment-là, je me rappelle très bien que le ciel était magnifiquement étoilé. Cela a duré 2-3 secondes, pas plus, et je sais que cette lumière rouge ne brillait absolument pas comme une étoile commune. Je me rappelle aussi qu'elle s'est fermée comme un œil se ferme. Dois-je y voir un signe ou simplement la fatigue qui m'a joué des tours? En tout cas, après mon retour de Bretagne, je vais apprendre ce qui pourrait être une des plus grandes révélations que j'ai eu à entendre jusqu'à maintenant. Et pour en savoir plus, vous savez comment ça marche. N'oubliez pas de rester connecté au mystère.